royaliste provençal est honoré de vous accueillir ce soir. Voilà plus de 100 ans, 1815 exactement, que ce jour du 21 janvier, un peu partout en France, un peu partout dans le monde, et particulièrement à Marseille, est célébré. Est célébré et commémoré. L'Union royaliste provençale, quant à elle, entend chaque année commémorer cette journée par une messe suivie d'une conférence. Cette conférence, cette année, nous avons le plaisir d'accueillir deux orateurs. Ils vont évoquer cet événement fondateur du totalitarisme moderne. C'est cet événement qui a brisé ce que Jean Jaurès, le grand Jean Jaurès, appelait le charme séculaire de la monarchie. Le professeur Jean-Baptiste Bonnier, professeur de droit à Aix-Marseille Université, abordera, pour ce qui concerne la France, la signification de cet acte et ses conséquences, en particulier le terrorisme. Je l'ai dit à plusieurs reprises et je vous demande pardon de le répéter, le mot terrorisme dans le monde entier s'écrit en français. Et nous devons ce privilège à 1793. Ensuite, M. Fedorowski présentera, au travers de nombreux ouvrages qu'il a écrits, en particulier La Grâce venue des neiges et le roman vrai du docteur Givago, qui est son dernier roman sorti, mais il en a écrit d'autres. On a eu un problème d'éditeur qui ne nous a pas adressé les livres à temps. Monsieur Fedorowski. La France d'aujourd'hui, c'est l'Union soviétique. Oui, vous avez déjà un échantillon. Vous avez déjà un échantillon de ce qui va être dit. Monsieur Fedorowski, on ne va pas le présenter, il s'est présenté lui-même d'ailleurs. Hein. Il est souvent invité dans les radios, la presse, la télévision, pour toutes les fois qu'il y a où la Russie est concernée par l'actualité. Monsieur Fedorowski nous parlera également, je pense, de ce qu'a été la révolution en Russie et de son aspect sanguinaire et génocidaire. Cette révolution qui s'est inspirée directement de la Révolution française, qui était en quelque sorte la matrice de toutes les révolutions. Monsieur Solzhenitsyn, de passage en Vendée, lors d'une inauguration d'un monument à la gloire des morts vendéens, rappelait que sa mère, qui parlait très bien le français, lui racontait les guerres de Vendée quand il était petit. Voici, l'Union royaliste provençale, donc, s'honore de recevoir tous ses talents. L'Union royaliste provençale, je vous le rappelle, c'est l'Action française à Marseille et en Provence. L'Union royaliste provençale, durant plusieurs années, s'est manifestée par plusieurs activités. Les rassemblements en Majour, des Baux, qui ont réuni plusieurs personnes. Elle s'est manifestée par l'édition d'un certain nombre de revues. La revue Je suis français, le journal Je suis français. Et par l'organisation tout au long de l'année de plusieurs conférences qui arrivent à réunir plusieurs talents.
Aujourd'hui, l'Union royaliste provençale publie un blog qui s'appelle « Je suis français », où vous pourrez réécouter la conférence de M. Fedorovski. Par ailleurs, dans le blog « Je suis français », vous pourrez consulter un certain nombre d'archives de ce qu'a été l'activité de l'Union royaliste provençale. Un certain nombre d'archives, mais chaque jour, 3 articles nouveaux paraissent des écrivains royalistes de Marseille ou de personnes, de personnalités dont nous partageons un certain nombre de convictions et qui nous rejoignent dans notre critique du système. Car voyez-vous, l'action française, 100 ans après ou 120 ans après, demeure quelque chose d'incontournable. Aujourd'hui, de Zemmour à Finkielkraut, de Luc Ferry à Onfray, tout le monde se situe par rapport à Maurras et tout le monde évoque Maurras. Je vous remercie, M. Fedorovski, je vous remercie, M. Jean-Baptiste Delier, et si vous voulez bien, nous allons commencer par Jean-Baptiste Delier, qui va nous parler de l'impact français, de la signification française de la Révolution. Merci, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, chers amis. Je dois d'abord vous rassurer, je ne vais pas vous faire patienter trop longtemps avant d'entendre M. Fedorovski. Je vais m'efforcer d'être bref. Ce que je vais vous présenter ce soir ne sera qu'une préface, et les meilleures préfaces sont les plus courtes. Donc, vous n'aurez pas à attendre trop longtemps, ce pourquoi vous êtes quand même principalement venus. Alors, s'il a paru opportun quand même de tirer les enseignements, les leçons au fond de la mort du roi au regard de notre histoire française, c'est parce qu'il y a dans cette mort, et bien justement, quelque chose, une richesse finalement, une richesse parfois paradoxale, mais qu'on n'a jamais fini finalement d'explorer, tant finalement cet événement apparaît comme de plus en plus significatif. Alors ce sont non pas évidemment toutes les significations de la mort du roi, je voudrais essayer d'esquisser devant vous ce soir, mais c'est peut-être simplement quelques-unes. Alors, la mort du roi Louis XVI signifie d'abord, Jean Gugliotta l'a rappelé tout à l'heure, signifie d'abord l'avènement d'une période, l'avènement d'un temps finalement où on a commencé à tuer les gens, non pas pour ce qu'ils avaient fait, mais pour ce qu'ils étaient. Louis XVI est mort non pas parce qu'il avait commis tel ou tel acte, mais parce qu'il était roi, tout simplement. Et ceux qui l'ont jugé, l'ont bien jugé comme tel. Ils l'ont jugé comme roi, ce qui est déjà une forme de paradoxe, puisque, après tout, ils avaient prétendu abolir la royauté et instaurer la République. Et pourtant, dans le procès qu'ils intentent à Louis XVI, c'est bien le roi qu'ils jugent, et Saint-Just, notamment, eh bien, le dira expressément lorsqu'il s'exclame devant la Convention, on ne peut régner innocemment, c'est bien que celui qui est jugé non pas par ce qu'il avait fait, mais simplement par le seul fait de régner, c'est-à-dire par le seul fait d'être roi. Et de ce point de vue-là, la mort du roi inaugure finalement eh bien, toute cette théorie très longue de tous ceux qui ont été tués, notamment à la suite des totalitarismes du XXe siècle, non pas parce qu'ils avaient fait, mais pour ce qu'ils étaient. Et ici, bien évidemment, Louis XVI est un petit peu le premier de cette lignée, finalement, qui mènera ensuite des hommes parce qu'ils sont juifs à Auschwitz, parce qu'ils sont chrétiens, ou parce qu'ils sont simplement des koulaks, qui les mèneront donc à la mort dans les camps soviétiques. Donc on a ici quelque chose qui est comme une inauguration finalement de nos temps dont nous ne sommes pas encore sortis. La mort de Louis XVI signifie aussi, d'un point de vue peut-être moins métaphysique, déjà plus politique, signifie une forme de confusion
d'échec, de ce point de vue-là, de la Révolution. Le procès de Louis XVI met en lumière des confusions. Alors, quand je dis que c'est peut-être moins métaphysique que la première signification de la mort du roi, ce n'est pas tout à fait vrai, parce qu'après tout, les chrétiens sont habitués à prier avec des psaumes et à demander notamment de ne pas être confondus, non confundare in aeternum. Eh bien, la Révolution, c'est peut-être un de ces aspects sataniques que Joseph Le Maistre avait dégagé. La Révolution, c'est justement le temps de la confusion, une espèce de chaos, et cette confusion se manifeste précisément dans le procès de Louis XVI. Alors c'est une double confusion, je ne fais ici qu'esquisser simplement quelques réflexions. C'est d'abord une confusion constitutionnelle, au regard de l'ordre nouveau constitutionnel que la Révolution avait prétendu instaurer, un ordre fondé notamment sur la séparation des pouvoirs. Le procès de Louis XVI, qu'est-ce que c'est? C'est le pouvoir législatif qui, usurpant le pouvoir judiciaire, juge le pouvoir exécutif. Donc on a une confusion totale des pouvoirs que la Révolution avait prétendu séparer, ce qui est une contradiction au regard même des principes sur lesquels prétendait s'établir le nouveau régime. Il y a une autre confusion qui apparaît également dans le procès de Louis XVI, confusion dont nous ne sommes pas sortis, et qui est une confusion peut-être encore plus grave que la confusion des pouvoirs, qui ne fait au fond que mettre en lumière une contradiction interne à la Révolution elle-même, c'est la confusion du droit et de la loi. Car pour la première fois, et cela m'a frappé tout à l'heure en entendant la lecture du testament de Louis XVI, pour la première fois, eh bien, on a une loi, finalement, qui prétend dire le droit. Louis XVI dit très justement dans son testament qu'il n'y a aucun prétexte ni moyen au procès qu'on lui intente dans une loi préexistante. Et effectivement, il n'y a aucune loi qui permettait de dire si Louis XVI était coupable ou innocent. C'est en réalité, lorsque la Convention a décidé de juger le roi, eh bien, elle a à la fois fait œuvre de législateur et de juge, d'où la confusion des pouvoirs. C'est-à-dire que c'est au moyen d'une loi, finalement, que la Convention juge le roi. Elle dit le droit en édictant la loi. Et là encore, Saint-Just le dit assez clairement lorsqu'il évoque, au cours du procès de Louis XVI, la loi qui n'est point encore faite et qui va justifier justement la mort du roi. Autrement dit, on a ici une confusion dont nous ne sommes pas encore sortis, qui assimile finalement le droit à ce qui est simplement la volonté du législateur. Un vieil adage de droit anglais énonçait que le Parlement d'Angleterre pouvait tout faire sauf changer un homme en femme. Eh bien, depuis le procès de Louis XVI, le Parlement français peut tout faire, y compris changer un homme en femme, et il ne s'en prive pas, vous le savez. Donc, on a ici, dans le procès de Louis XVI, une confusion, et c'est aussi ce que signifie, je crois, la mort du roi. Et puis, on a peut-être également une autre signification de la mort du roi, qui est une signification plus politique, et qui porte directement sur la légitimité même du pouvoir en France depuis la Révolution. C'est un lieu commun de dire que la mort du roi a créé un vide institutionnel, un vide politique, un vide humain aussi, peut-être tout simplement un vide de civilisation d'une certaine manière, mais ce vide finalement, eh bien, il a son origine, me semble-t-il, dans ce procès du roi Louis XVI. Là encore, je reviens sur un certain nombre de propos qui ont été tenus au cours de ce procès, et notamment, vous allez dire que décidément je l'aime bien ce soir, Saint-Just. C'est pas parce que je l'aime bien, mais parce que tout simplement, étant le plus acharné sans doute des conventionnels, c'est celui qui est le plus logique et qui va au bout des choses et au bout des raisonnements. Et Saint-Just, au cours du procès de Louis XVI, affirme que l'esprit avec lequel on jugera le roi, vous voyez qu'il le considère bien comme le roi, alors que la République est théoriquement instaurée
depuis le 21 septembre 1792, là on est en octobre 1792, et il parle du roi. Donc il dit « L'esprit avec lequel on jugera le roi sera le même que celui avec lequel on établira la République. » Il y a dans cette phrase, finalement, tout le drame de la Révolution. Parce que c'est en jugeant le roi que la Convention a voulu établir véritablement la République. Le 21 septembre 1792, même si on en a fait le point de départ du calendrier révolutionnaire, vous savez, eh bien, finalement, on n'a pas véritablement instauré la République. Aux yeux même des conventionnels, la République ne pouvait être instaurée véritablement, définitivement, ne pouvait acquérir une forme de légitimité, au fond, que par la mort du roi. Et là encore, la phrase de Saint-Just que je vous ai citée le dit assez clairement, la République n'est pas encore établie, puisque c'est la mort du roi qui l'établira. Il parle au futur. Or, il se trouve que eh bien, cette volonté qui était au cœur du procès intenté à Louis XVI, cette volonté a échoué. Elle a échoué, et de l'aveu même d'ailleurs des révolutionnaires. En effet, à suivre le raisonnement de Saint-Just, la mort du roi, la condamnation à mort du roi par la Convention aurait dû établir la République. Mais si la République avait été établie le 21 janvier 1793, eh bien il y a normalement, et elle aurait dû finalement se contenter, si j'ose dire, de cet établissement d'un régime nouveau. Or, elle s'est acharnée sur le fils de Louis XVI, Louis XVII. Et la mort de Louis XVII, c'est finalement, me semble-t-il, ce soir, eh bien, un petit peu le sceau de la victoire de Louis XVI. Parce que ce que les révolutionnaires ont voulu tuer avec le roi, ce n'était pas tant évidemment la personne de Louis XVI, ni même la personne sacrée du roi, c'était la transmission. C'était la transmission héréditaire d'une légitimité politique. Et comme l'avait dit il y a quelques années, à l'occasion d'un 21 janvier, le professeur Christian Athias, finalement ce que la Révolution a voulu briser, ce n'est pas tant la monarchie qu'une petite virgule entre les deux phrases rituelles qui étaient prononcées à la mort du roi, le roi est mort, virgule, vive le roi. Ce qu'ils ont voulu supprimer, c'est cette petite césure entre la mort du roi et la transmission du pouvoir royal. Eh bien, cette volonté a échoué. Cette volonté a échoué dès lors que, eh bien, contrairement à ce qui aurait dû se passer dans leur propre logique, la mort du roi n'a pas établi la République, n'a pas rendu la République légitime en France. La preuve en est apportée par le sort réservé à Louis XVII. Il y a là une transmission qui s'est effectuée, car sinon la mort, l'avilissement d'abord, et la mort finalement de cet enfant de 10 ans n'a absolument aucun sens. Or, les révolutionnaires avaient sans doute beaucoup de défauts, mais ils avaient une qualité, si on peut dire, en tout cas, qui peut avoir des effets intéressants. Ils étaient des hommes parfaitement rationnels et logiques. Et donc, s'ils se sont finalement comportés de la sorte, eh bien c'est parce qu'ils ont bien senti que la mort du roi n'établissait pas la République. Et de ce point de vue-là, eh bien, ce soir, nous évoquons bien sûr, nous rappelons le souvenir du roi Louis XVI, mais je crois que finalement le sens, la signification ultime de la mort du roi, on ne la trouve que dans le sort réservé à son fils, à son héritier, à celui à qui finalement, eh bien, la légitimité s'était malgré tout transmise sur l'échafaud du 21 janvier. Et donc, cette signification de la mort du roi, eh bien, vous voyez au fond, et c'est peut-être tout le paradoxe, me semble-t-il que cette mort du roi qui devait établir un nouveau régime, en réalité, a établi l'illégitimité profonde de ce nouveau régime et a confirmé, en revanche, la légitimité d'une transmission dynastique. Et il me plaît à vous suggérer ce soir qu'au fond, eh bien, tous nos prétendants
depuis la Révolution jusqu'au comte de Paris actuel, sont au fond les descendants, les héritiers, les transmetteurs de ce qui a été transmis sur l'échafaud du 21 janvier 1793 et qui nous permet au fond aujourd'hui, comme depuis des générations, comme depuis, Jean-Claude Lyotard le rappelait, depuis 1815 au moins, de manière officielle et solennelle, eh bien, cela nous permet de poursuivre finalement et de continuer et d'achever de génération en génération la phrase rituelle « si le roi est mort », eh bien, malgré l'échafaud et par la mort du roi d'une certaine façon, vive le roi. Merci. Mesdames et messieurs, merci d'être là et pour me pardonner mon accent. Je suis fier d'être là parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui nous unissent. Il y a les différences aussi, pour vous dire la vérité. Évidemment, le grand débat intellectuel, aussi spirituel des Russes reste ces journées fatidiques quand ils ont tué leur tsar. Les révolutionnaires ont tué leur tsar, Yekaterinbourg, la maison Ipatiev. Et le tsar, vous avez tué un garçon. Là, c'était un garçon et des filles de tsar qui ont été tuées, et évidemment toute la famille du dernier tsar de la Russie. C'est un symbole russe. Il y a des différences. Pourquoi? Parce qu'il faut comprendre que vous n'avez pas béatifié encore votre roi. Les Russes, ils ont béatifié. C'est un saint pour les Russes et la famille. C'est un martyr. Et il y a le pèlerinage. Pèlerinage, vous êtes réunis ici. Je suis ravi, mais venez à Yekaterinbourg et voyez, quand vous voyez les bougies et des dizaines de milliers, des centaines de milliers de gens qui viennent commémorer l'assassinat. C'est-à-dire, les Russes, ils ont fait une sorte de repentir. C'est une civilisation. D'ailleurs, il faut dire des choses comme ça. J'étais présent dans le président russe de l'époque, qui était à l'époque très populaire, Eltsine, dont il est allé demander pardon, repentir, pour se réconcilier dans l'esprit de réconciliation des Russes face à ce qui se passait là-bas. C'est évident que les bolcheviks, et c'est un débat d'idées aujourd'hui principal, dans la réalité, vous comprenez, aujourd'hui, il y a un débat d'idées principal. Est-ce que la révolution russe était productive ou contre-productive? Ça reste aujourd'hui le débat d'idées qui est là. Le président Poutine, je suis obligé de vous évoquer les personnages, vous comprenez, qui sont liés d'une manière ou de l'autre avec ce débat. Le président Poutine, il donne une réponse très ambiguë. J'ai failli dire macronienne. Je m'excuse. Il a dit celui qui ne regrette pas l'Union soviétique n'a pas de cœur, mais celui qui regrette n'a pas d'intelligence. Mais il est, parce qu'il est subtil, mais il a prononcé d'ailleurs la phrase bien avant Macron, les choses comme ça. Bref, c'est vrai que les bolcheviks se sont inspirés directement de ça. J'aurais pu vous faire une longue speech à propos de l'influence directe sur les idées, les produits. Il y avait deux personnages qui ont à l'origine de la révolution russe. S'il n'y a pas de ce personnage, pour être franc, il n'y a pas de révolution russe. La volonté des hommes peut changer les choses. C'est Lénine et Trotsky. Et Lénine et Trotsky, c'est l'influence directe. Juste, il y a une nuance pour aller dans le sens de votre discours, monsieur le professeur. Trotsky demandait le procès. Il voulait être sans juste. Il voulait prononcer des discours. Il voulait accuser le tsar. Lénine lui dit non, allez. Il ne faut pas. La phrase de Lénine exacte,
il ne faut pas laisser le flambeau. Et il a fait tuer, il y a un petit débat autour de ça, est-ce que c'est lui qui a directement donné l'ordre, est-ce que c'est le conseil des bolcheviks de Yekaterinbourg et un terrible tchékiste Yurovski qui a achevé les filles de tsar avec le baïonnet, n'oubliez pas, en arrachant c'était sauvage quand même, en arrachant les diamants et tout ça, c'était brûlé. Mais vous savez, c'est un faux débat, hein, parce que j'ai beaucoup étudié ça, et vous savez, il n'y a pas de télégramme qui était sauvegardé, mais c'est absolument indéniable dans la logique du système que la décision a été prise par Lénine. Et après, par hasard, j'ai retrouvé dans les archives de Trotsky une phrase qui confirme ça d'une manière directe. Malheureusement, cette phrase n'est pas beaucoup répercutée par les scientifiques, mais qu'il a dit Ilitch, c'est-à-dire Vladimir Ilitch Lénine. Il a dit qu'il ne faut pas laisser les tombeaux, et ils ont pris cette décision entre Sverdlov, qui était à l'époque formellement le président de TSIC, un des personnages principaux, lui et Trotsky, et finalement, après, ils ont répercuté ça aux tchékistes de Yekaterinbourg. Il y a un petit détail que quand je suis allé là-bas, j'ai retrouvé qu'ils ont installé spécialement un appareil télégraphique qui liait directement, c'est avant ça, avant cette décision fatidique, le bureau de Lénine et le conseil des députés du peuple de Yekaterinbourg et le terrible tchékiste Yurovski. Ça, c'est la première idée. Deuxième idée, ça, c'est beaucoup plus grave. Et ça, c'est lié avec ce que je fais. Je viens de publier ce 45e, je crois, livre sur le phénomène des ballets russes. Les ballets russes, vous savez, c'est pas du tout la danse, c'est le symbiose. C'est le théâtre total, c'est Diaghilev. Mais surtout, c'est un symbole d'une période qui a un lien direct avec ce que je vous dis aujourd'hui, parce que vous savez, je considère que le début du XXe siècle, c'était un développement absolument extraordinaire de la Russie. Les faits sont là. Les taux de croissance de l'industrie de la Russie là-bas ils ont été plus forts en Russie qu'aux États-Unis. Et je ne parle pas de la culture, que je parle volontiers, c'est Stravinsky, c'est des ballets russes, c'est tout ce siècle de poètes extraordinaires. Vous avez mentionné, Monsieur le Président, Solzhenitsyn, mais je tiens à rajouter, parce que je viens souvent en Vendée, les Russes viennent en Vendée en pèlerinage. Il y a une des plus grandes poétesses que la Terre a connue, qui a une souffrance terrible, Marina Tsvetaeva, qui est allée spécifiquement, et la meilleure poésie qui existe dans le monde sur ce que vous avez dit, c'est elle qui a écrit. Elle s'est suicidée après quand elle est rentrée là-bas. Il faut qu'on revienne aussi aux gens qui là. Il y avait les étapes. Tout d'abord, il y a le résultat. Je vais pour que vous compreniez les chiffres. Les chiffres sont terribles. Des centaines de milliers vendés, mais en Russie, les chiffres sont terribles. Il y a un de mes amis qui était un des concepteurs de la sortie du communisme. Je vais vous raconter, ces gens-là aujourd'hui, ils n'ont pas la vente. Vous comprenez, il y a les choses de renversement, des choses qui se passent en Russie. Il faut que je vous parle aussi de ça, mais Yakovlev, il s'appelait numéro 2 de Gorbatchev, 25 millions, il disait. D'autres donnent les chiffres, d'autres chiffres, mais lui, il a eu toutes les archives. Et ça, c'est quand même significatif. Pour comprendre la souffrance de la Russie, il faut retenir ce chiffre, 25 millions, pendant cette période. Il faut retenir le deuxième chiffre, 27 millions. C'était la Deuxième Guerre mondiale. Et il y a
le post-communisme, c'était terrible. Je vais vous dire, juste pour comprendre ce qui s'est passé, 2500% d'inflation, mes amis savent, la première année post-communiste. La souffrance contre tout. Je tiens à vous dire que l'idée qui vous est chère, mon cher professeur, vous avez l'idée que le tsar est tué, mais vive le tsar, nous ramène paradoxalement au personnage. Je dois vous dire la vérité. Vous savez, c'est un personnage qui vous perturbe, mais c'est un personnage historique aujourd'hui, le plus populaire de toute l'histoire de la Russie. Vous avez pensé certainement à Pierre le Grand, détrompez-vous, Staline. Pourquoi? Pourquoi, mon cher professeur? Pourquoi, mon cher professeur? Et ça va aller dans le sens de votre discours. Je tiens à vous raconter 2 épisodes, parce que vous avez dit le roi est mort, vive le roi, le tsar est mort, vive le tsar. Je vais vous raconter Staline, au pire moment de la guerre. Vous me donnez un peu de temps, je vais vous raconter Poutine, vous soyez tranquille, mais 2 mots à propos de Staline quand même, parce que c'est pour aller dans le sens de votre discours, monsieur le professeur. Vous savez, les manuels disent Hitler était à 90 km du Kremlin, d'autres disent 14 km du Kremlin. L'autre jour, j'ai trouvé dans les archives la confirmation terrible. Hitler était à 6 km du Kremlin. Les paranazis sont entrés en Moscou. Ils ont été là. À ce moment-là, vous savez, les avions tournaient. La Moscou était désertée. Il y avait les bandits qui prenaient les édifices étatiques. Tout était prêt puisque Moscou était miné. Ils ont pensé. Tous les dirigeants sont partis. À ce moment-là, Staline n'était pas vraiment porté beaucoup sur les femmes, mais il a eu quand même une sorte de gouvernante à côté de lui, qui était aussi sa maîtresse, une russe de 22 ans. Personne ne la connaît, puisqu'elle n'a pas donné les interviews. Il s'appelait Valechka Istomin. Et à ce moment-là, pour aller dans votre sens, ils ont été... Kremlin était camouflé. Il n'y avait pas de... tout était caché, parce que les avions ont été... Là, Hitler est à 6 km du Kremlin et Staline est seul avec elle. Et elle prononce une phrase qui va vous plaire, monsieur le professeur. Parce que, à ce moment-là, il dit la Russie a besoin d'un tsar. Vous comprenez? À ce moment-là. C'est étonnant. Et après, il lui demande. Vous savez, il faut partir, Valentine. Il lui dit, alors les Russes, vous connaissez, ils ne disent pas, si on vous partait, tout d'abord, Moscou sera prise, il n'y aura pas de Russie, et Hitler, il sera à Marseille, il sera Dortmund. Ce qui est vrai. Il l'écoute, et vous savez ce qui nous réunit aujourd'hui. Il a dit la Russie a besoin d'un tsar, la Russie a besoin d'un fétiche. C'est bon, il sort, tout le monde pense qu'il va partir, il y a un train sur le quai de Kursk, il y a une tempête de neige, il marche longtemps, il y a en général à l'époque, comme aujourd'hui, ils disent, camarade Staline, vous allez partir. Il a dit, vous avez des pelles? Oui, on a des pelles. Et creuser les tambours.
si vous partez, ce sera votre tombeau. Il part avec une voiture, avec le projecteur. Et tout le monde le voit. Mais surtout, encore une fois, pour aller dans votre sens, au lieu de partir, il organise une sorte de défilé de la dernière chance. Il fait entrer sur la place rouge. Je vous signale que cette année, il y aura un 45e anniversaire de la guerre. Sur la place rouge, il y aura le président Macron. Il y aura le président. Je crois bien que mon ami Berkoff vous a parlé de Trump. Trump sera sur la place rouge. Pour rappeler votre discussion. Est-ce que je suis long? Non, ça va très bien. Vous m'arrêtez, parce qu'il faut que je parle de Poutine. De tsar, nous avons de tsar. De tsar. Mais vous comprenez, il prononce un discours qui, encore, il va dans le sens très bizarre, pour que vous compreniez. Il y a une sorte de, dans la vérité, la civilisation russe, dans la civilisation russe, il y a une sorte de rupture avec l'héritage révolutionnaire, pour vous dire. Vous comprenez? Et cet héritage révolutionnaire, c'était Staline qui a rompu. Et il a rompu à ce jour-là, 41, mais surtout pendant son discours, quand il a prononcé, quand Hitler était là, il a organisé ce défilé de la dernière chance. Il fait entrer sur la place rouge les vétérans. Il marchait à peine, complètement affamé. Il y a l'ambassadeur anglais qui regarde, il dit la Russie ne peut pas résister, c'est terminé. Et après, il y avait un espion qui a prévenu Staline, le plus grand espion peut-être du XXe siècle, Sorge, il a dit que la Russie ne sera pas, les Japonais vont attaquer les Américains, pas les Russes. Et Staline, il a dégarni le front de l'Est, et il a pris les dernières forces pour lui. Et après, il a choisi, c'était un... Vous savez, les gens de communication d'aujourd'hui, quand vous gueulez, mon cher président, à propos de la presse politiquement correcte, mais je veux vous dire, c'est rien par rapport, parce qu'ils ne savent pas faire. Ils ne sont pas convaincables, ils n'arrivent pas à convaincre. Tandis que quand Staline faisait ça, il a fait une mise en scène. Il a pris les forces, il a pris les géants de 2 mètres, avec les manteaux de fourrure de la Sibérie, que je vous recommande à toutes. Et il a fait entrer ces géants, l'ambassadeur britannique, quand il a regardé ça, la monarchie, quand même, britannique, pour aller dans votre sens, monsieur le professeur, il a déchiré le télégramme. Il a dit la Russie va gagner la guerre. Et après, le discours, complètement pour oublier l'héritage, tout le monde pensait qu'il va dire camarades, au nom de Lénine. Il dit frères et sœurs, au nom de nos saints. Il se référait sur les saints Alexandre Nevsky. Vous voyez, au pire moment, c'était ça. Et là, c'est l'héritage, le débat est là. Mais quand je vous ai dit que les Russes, sur la différence, vous savez, il y a une sorte de russophobie qui se développe maintenant, notamment en France, mais aussi en Occident, qui est artificielle. Ils ne comprennent pas une réflexion. Vous savez, les Russes, ils ont assumé, ils ont demandé pardon. Vous permettez, Monsieur le Président, c'est une leçon pour les autres. Comment traiter l'histoire? Retrouver. Moi, je suis persuadé dans cela. Et après, les États, vous allez me dire, évidemment, il ne faut pas... il y a 2 personnages qui ont joué un rôle de rupture avec cet héritage révolutionnaire. Vous comprenez? L'un, j'étais travaillé pendant cette période comme diplomate, c'est l'époque de Gorbatchev. Gorbatchev, aujourd'hui, c'est le personnage le plus haï de toute l'histoire que je vous ai dit. Staline le plus aimé, le Gorbatchev le plus haï, avec Eltsine. J'ai connu, quand mes amis français sont tristes à propos de son âge, j'ai dit vraiment, prenez l'exemple des Russes encore une fois. Parce que j'ai connu quand ils ont été, Eltsine était, quand j'étais avec lui sur le char, 80% d'avis favorables. Il a terminé avec 2%. Vous comprenez? Aux Français, je dis, vous avez encore de la marge. Et
Vous comprenez? Et les deux personnages les plus haïs de l'histoire de la Russie aujourd'hui, c'est Gorbatchev et c'est Helsinki. Paradoxalement, pour notre histoire, c'est assez triste en vérité, parce que vous savez, retrouvailles, le pardon, le message anti-révolutionnaire, c'est quand même cette période-là. Je serai court pour aller dans le sens de Poutine et le débat qui est pris aujourd'hui dans la société russe. Mais ces deux-là, comment vous dire, Gorbatchev, il est considéré comme un faiblard, et surtout les Russes, ils pensent qu'il était roulé par les Occidentaux, notamment à propos de la Russie. Ce qui est vrai en partie c'est faux, parce que, vous savez, les choses sont différentes. J'ai connu l'époque quand Staline était à 2% d'avis favorable, à un moment donné. Peut-être pas à 2, mais à 10%. Il est devenu aujourd'hui, tous les sondages le disent, qu'il est porté au final. Ça ne veut rien dire. Mais Gorbatchev, il faut comprendre que quand même il a joué un rôle historique dans la rupture avec cet héritage révolutionnaire. C'est assez important, surtout les gens qui ont été autour de lui. Parce que un des plus grands anticommunistes, et pour vous dire, qui a fait une réflexion, vous auriez, il aurait pu structurer dans votre sens complètement les choses. C'est Yakovlev qui a dit, c'est le numéro de Gorbatchev, qui a dit toutes ces choses-là. Et surtout, il a fait tout un livre sur le parallèle entre la mentalité des bolcheviks, entre les méthodes de bolcheviks et la Révolution française et la Révolution les sources. Ça, c'est vraiment, c'était un académicien, un grand scientifique, mais c'est surtout qu'ils ont joué aussi, il faut comprendre que cette histoire de la fin du communisme, c'est le fruit de la volonté de quelques-uns. C'est aussi lié avec aussi le changement dans la tête. Par exemple, le docteur Zhivago, quand je parle, c'était un facteur assez important d'un changement dans la tête des Russes. Les Russes ont été restés spirituels, ils voulaient renouer avec l'histoire de la Russie, et c'est pour ça qu'ils ont bénéficié de ça. Mais au-delà de ça, quand même, c'est le produit du hasard. Je vais vous dire comment ça s'est passé réellement. Vous serez étonnés, parce que c'est le hasard, vraiment, ça ne devait pas se passer comme ça. Vous comprenez, 19, quand les deux, Gorbatchev est arrêté le 19 août 91. Vous imaginez, les chars sont dans la rue, les héritiers des révolutionnaires, ils sont en train de reprendre cette sixième partie du pays. Et après, franchement, je suis touché, vous étiez près de Dieu tout à l'heure, parce que c'est la providence. Et Dieu a décidé autrement. Et c'était une histoire que je ne raconte jamais, mais pour vous, je vais vous raconter la réalité. Et pour ma compatriote, la tsarine Catherine, tsarine marseillaise. Je tiens à vous dire, ça s'est passé réellement. Quand j'étais mêlé, j'étais à l'époque porte-parole des antiputschistes avec elle sur le char, etc. Mais vous savez, franchement, nous étions un millier de personnes. Milliers de personnes face, et les forces de l'autre côté, 700 000, simplement dans la tête. On a conquis. Déjà, il y avait Dr Zhivago, Bulgakov, l'héritage, tout ça, tout cet héritage, en réalité anti-révolutionnaire, parce qu'il faut comprendre que le principal, pourquoi les événements qu'on vit aujourd'hui sont assez importants, parce que quand il y a la rupture entre le peuple et quand la tête est conquise, vous comprenez, vous pouvez faire toutes les astuces, tous les costumes de Fillon, ça ne marche pas. Vous comprenez? La tête. Il faut conquérir la tête, les astuces. Dans ce cas-là, vous pouvez écouter tout ce que vous voulez. La tête, si vous perdez la bataille par la tête, c'est pour ça que Pasternak, tout ça, il y a tout ça important. Mais il y a le hasard. L'histoire, c'est aussi le hasard. Je vais vous raconter comment l'héritage révolutionnaire était réellement tué le jour. Vous ne connaissez même pas, chère Catherine. Je vais vous raconter pourquoi. Vous comprenez? 6 heures du matin, 19 août
fatidique, vous êtes en vacances sur la plage de Marseille, dans votre villa, monsieur le Président. Et je tiens à vous dire, à ce moment-là, je suis réveillé par mon chien, Marcoucha, et j'étais obligé d'aller, vous savez, je parlais toutes les langues, il fallait, bref, on a réuni chez Eltsine des bouteilles de vodka. Ce jour-là, chacun a bu à 6 heures du matin une bouteille et demie, chacun, et on n'était pas jamais. Et on a pensé qu'on va perdre. Pourquoi on a bu? Parce qu'on a pensé que c'est la dernière fois que l'héritage révolutionnaire va prendre le dessus, que Dieu n'est pas avec nous. Staline, vous savez, quand Staline il a fait ce défilé, il a prononcé une autre phrase, j'ai oublié de vous raconter ça. Il vient sur la place rouge, il change le défilé le 7 novembre 1941, quand Hitler est à 6 km du Kremlin, personne. Et les gens, d'un coup, il y a une tempête de neige, une sorte de reconstitution de Boris Godunov. Il prononce une phrase qui devait rester dans les annales. Il dit « Dieu est avec nous ». Dieu est avec nous, parce que les Allemands ne peuvent pas tirer, et parce qu'il était prévenu, il était. Mais c'est vrai que. Mais vous ne pouvez pas imaginer jusqu'à quel point il était. Les Russes, ils disent ah, Staline renoue avec l'Union soviétique. Pas du tout. Quand il porte au pinacle, franchement, Staline, parce que. Il porte au pinacle Staline pour une simple raison, parce que pour les Russes, la guerre, c'était. Trop important dans chaque famille. Dans ma famille, il y a 12 personnes qui ont été tuées sur le front, vous comprenez. Évidemment, pour moi, c'est important la guerre, etc. C'est un symbole de ça. Et quand il fait tempête de neige, Dieu est avec nous, parce que les Allemands ne peuvent pas. Vous comprenez, ça, c'est les choses comme ça. Mais pour revenir à la béquille de Dieu, et après je passe à Poutine et la période aujourd'hui. Béquille de Dieu, ça s'est passé comme ça. À l'autre bout, à ce moment-là, quand on a avec le cas, etc., on a à l'autre bout de Moscou, Catherine, elle connaît ça, il y a l'hôpital du Kremlin. Sur l'hôpital du Kremlin, il y a une femme très jolie, assez âgée, plus de 50 ans, même plus, peut-être presque ça. Elle est allongée et là, elle s'est cassée une jambe. Et elle allume la télévision, à côté d'elle, il y a un téléphone de couleur ivoire. Elle allume la télévision et elle voit ce qu'on voit, nous. Les chars sont dans les rues de Moscou. Elle prend le téléphone de couleur ivoire et elle fait entrer la voiture, ça s'appelle ZIL, pour les jeunes initiés, blantés, qui rappellent les Lincoln des années 50, évidemment. Et la voiture vient en flèche devant l'entrée de l'hôpital du Kremlin et elle part au ministère de la Défense. Et elle part, elle sort, elle monte avec la béquille et elle entre dans le bureau du ministre, c'était son mari, pour les initiés, Dimitri Yazov. Et elle prend une béquille, et c'était la béquille de Dieu. Et elle dit, je suis obligé de la citer, parce que j'ai fait des enquêtes quand je... Vieux connard, si tu tires sur la foule, c'est terminé entre nous. C'est la phrase historique, c'est la vraie histoire que je vous raconte. Ne trompez-vous, ça a un rappel direct. C'est la béquille qui a tué l'héritage. Ils ont tué le tsar sous l'instigation de votre copain Saint-Just. Mais la béquille de Dieu a tué l'héritage. Vieux connard, si tu tires sur la foule, c'est terminé entre nous. Et c'était un couple franchement vraiment fusionnel. Il était comme ça assis, j'imaginais le bureau, moi je me souviens, le bureau c'était beaucoup plus grand que cette salle, avec les globes, puisque il dirigeait quand même les armes atomiques, tout ça. Et il a dit, t'inquiète pas, en russe il s'appelait avec diminutif, Tatiana Tanchka, ne t'inquiète pas, les chars sont dans les rues,
mais ils sont sans munitions. Et c'était comme ça quand on a appris un jour plus tard que ça s'est passé. Justement, Yakovlev, il m'a dit c'est pas un vrai putsch. Bref, ça c'est une étape. Deuxième étape, c'est assez grave pour nous parce que c'est une sorte de retour d'âge dans la réalité. Parce que vous savez, à la fois, vous comprenez, quand on me pose la question, je raconte ça, mais on me dit, mais quand même, Eltsine, ça vraiment, il était intellectuel. C'est vrai, mais je vous pose la question à vous. Est-ce que le président doit être intelligent ou pas? Non. Il doit remplir, et vous savez, avec Eltsine, moi j'ai travaillé un peu avec lui, surtout dans cette affaire de putsch, mais je dois vous dire que, vous comprenez, dans cette affaire, il a fait des erreurs impardonnables, mais il a fait aussi ce geste, qui est un geste qui compte. Pour vous, aujourd'hui, ça compte, mais ça compte aussi pour les Russes. Béatification de ça, pardon. Nous avons demandé, la civilisation russe a demandé pardon. Et ça, il ne faut pas oublier. Là, il a fait, comment vous dire, après, ce n'est pas son job. Vous comprenez, c'est pas, le problème ça concerne malheureusement aussi les monarques, parce que, vous savez, malheureusement, Dieu parfois se trompe de casting. Et nous connaissons ça parce qu'il ne faut pas dire que Nicolas II était l'homme extraordinaire, humainement parlant. Mais comme un homme d'État, ce n'était pas son job, soyons très clairs. Et Eltsine, c'était ça aussi. Vous comprenez? Il n'était pas, je me souviens, ce jour-là, quand il était, on a bu une bouteille de demi chacun, je lui ai demandé à la fin, quand ça s'est terminé, comment vous allez faire? Et il m'a dit, on va les nommer milliardaires. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il a fait pour garder le pouvoir? Et ça a eu un prix. C'était franchement, il était extraordinaire quand il était en opposition. Mais vous connaissez ça en France, ils sont souvent extraordinaires quand ils sont en opposition, et mieux quand ils sont en affaires. Et vous comprenez, ça c'est les choses sont... Eltsine c'était ça, et après il y avait... La vodka c'est même pas ça, c'est un personnage de Dostoïevski, il était suicidaire. Il y avait... Et après, ça vous ferait plaisir, parce que... Un petit milliard côté monarchie. Non, monsieur le Président. Et la rupture... Et ça, je me souviens de ces conversations avec Solzhenitsyn, avec lequel j'ai parlé, notamment de Vendée. Je suis très touché que vous avez mentionné Solzhenitsyn, parce que Solzhenitsyn, c'est vraiment, comme ils étaient profondément convaincus que la France aussi porte une responsabilité de la révolution russe, si vous permettez. Je pense de Saint-Just. C'était évidemment pas la France. C'est pour ça que moi, je vais régulièrement à Vendée pour rester avec beaucoup. Il était désespéré. Vous vous souvenez peut-être de cette image dont les Russes ont honte quand il y avait ce président de politiquement correct américain, l'auteur d'inoubliables bombardements de la Yougoslavie, Clinton, et à côté de lui, Eltsine complètement déformé, un légume, il a complet. Pour les Russes, c'est une honte totale. Et on a dit, franchement, la Russie il pouvait disparaître. Parce qu'à l'époque, non seulement ça compromettait ce problème dont on parle aujourd'hui, la rupture avec l'héritage de la révolution d'octobre, de coup d'État pour être précis, bolchevique de 1917. Ça compromettait beaucoup de choses. Parce que, vous comprenez, entre 80% d'avis favorables, la garantie, ils cherchaient l'échappatoire, qu'est-ce qu'il faut faire? Les nommer milliardaires. Et puis, finalement, quand même, la providence, elle est parfois... Je suis long, je vais terminer parce que je sais que vous êtes pressé pour le buffet. C'est trop tard.
Mais quand même 2 mots à propos de Poutine, parce que vous savez, autrement vous allez me gronder. Vous savez, le problème, Poutine était au hasard, c'est la providence. Il était choisi, j'ai mené l'enquête sur ça. Le hasard, ça joue un rôle dans la vie. Vous savez, quand Yeltsin était absolument désespéré, c'était la fin de 99, il était légume vraiment les choses, il a demandé à un petit ami de sa fille qu'est-ce qu'il faut faire. Et l'autre lui a répondu, quand je faisais l'enquête, c'est lui qui m'a répondu. Ça, il a dit, vous savez, mon président, si vous avez quelqu'un qui peut devenir votre héritier, qui vient du milieu du KGB, pour les initiés Primakov, prenez l'officier du KGB. Vous avez quelqu'un qui est en bonne santé. Prenez un jeune. Et puis finalement, l'autre est nationaliste, patriote. Prenez plus patriote, plus nationaliste, et fiable en plus. Ils ont appuyé sur l'ordinateur et le portrait de Poutine est sorti. Tout est vrai sauf ordinateur. Après, il y a 5 Poutine. Vous comprenez, Poutine, c'est un personnage assez important pour nous. Ma démarche, moi j'ai fait vraiment des enquêtes, notamment un livre qui n'est pas là, ça s'appelle Poutine, l'itinéraire secret, qui est produit dans le monde entier, mais la CIA a traduit. Ma démarche est la suivante. Je donne des éléments de réflexion pour vous. Vous réfléchissez vous-même. Je ne suis pas juge par rapport à Poutine. La seule chose que je tiens à vous dire, qu'il y a 2 aspects. Poutine, il a ses problèmes et ses qualités. Sa popularité n'est pas artificielle. La popularité de Poutine est liée avec 3 facteurs que vous comprenez. Le premier facteur, vous comprenez, à l'époque, la Russie était menacée de dislocation. Quand Yeltsin, il m'a dit on va nommer un milliardaire, ces milliardaires, ils ont volé la Russie, vous ne pouvez pas imaginer, avec la complicité des banques occidentales, 120 milliards de dollars sortaient illégalement de la Russie, c'est une chose, c'est le vol du siècle, c'est pas le vol du siècle, c'est le vol sans précédent, les fortunes. Je connais plein de gens qui devenaient, vous connaissez ça, en quelques semaines, ils devenaient milliardaires, pas parce qu'ils étaient travaillés mieux, parce qu'ils étaient copains d'Eltsine, ils lui ont refilé les bras en bas, vraiment bradant les grands. Ils devenaient après. Mais tout ça, ça a un compte. Et tout ça, la Russie était déchirée. C'était là, au moment quand il est arrivé au pouvoir. Et là, il a arrêté ce processus. Il a arrêté le processus doublement. Tout d'abord, vous savez, il était élu, vous avez compris, il était choisi comme une marionnette. Il est devenu marionnettiste. Marionnettiste en quelques semaines. Parce que le Kremlin a sa logique. Tout d'abord, les gens qui l'ont choisi, il y a 20 personnes qui à l'époque partageaient le gâteau, plus de 50% de l'industrie, de l'économie russe. Il les a réunis. Il y a une énorme table au Kremlin, blanc, les icônes. Vraiment, c'est les icônes, s'il vous plaît. Et il a tenu le discours, j'ai interviewé sur 18 personnes. Ils m'ont confirmé, ça c'est la même version. Texto, il a dit, vous savez, chers amis, je sais que vous avez volé la Russie comme jamais. Mais je ne voudrais pas la guerre civile, je ne voudrais pas la révolution. Je suis, vous savez, c'est anti-Lénine, c'est anti-révolution. Deuxième chose, il est antithèse de Gorbatchev, faiblard, soi-disant complaisant avec l'Occident, et antithèse, paradoxalement, celui qui l'a choisi comme une marionnette, c'est l'entourage d'Eltsine, corrompu, nul, etc., etc. Il dit, moi je suis, vous savez, comme ça, je ne voudrais pas la guerre civile. De nouveau, la révolution, 25 millions ne pourront pas supporter, la civilisation russe sera terminée. C'est pour ça que maintenant, je ne peux pas bousculer le système oligarchique tel qu'elle est. Mais si vous essayez seulement d'entrer dans mon bureau comme vous êtes entré dans le bureau d'Eltsine en ouvrant la porte avec le pied, c'est-à-dire si vous essayez de vous occuper de la politique,
vous êtes les gens morts. Il parlait de sens figuré du terme, eux ils ont compris dans le sens propre du terme. Quelqu'un serait fait pour les initiés, il est envoyé en tort pour 10 ans pour la cause ici. Les autres ont fait le méchant. Ça, c'est le premier acte. Deuxième acte, à l'époque, quand j'étais aux affaires, j'ai beaucoup. Il faut connaître le pays, vous comprenez. Quand on fait établir les nouveaux textes, il faut connaître les pays. Et l'érection des gens. Et moi, comme j'ai passé beaucoup de temps à l'étranger, je fais vraiment là, c'était une erreur de ma part, parce que le résultat était pitoyable. Sur 99 de sujets de fédération, il y avait à peu près, d'après les calculs, à peu près 80 ont été dépendants de mafia, les mafias installés, c'est-à-dire les gens qui ont été élus, ils ont eu l'argent et ils sont installés. Poutine le savait. Il a dit, ça suffit. Il a aboli ce système d'élection, il nomme maintenant les gouverneurs dans la réalité. Et ça, après, il a une baraka. Dans nos affaires, il faut avoir une baraka. Et la baraka, béquille de Dieu de la fin du communisme, mais la baraka, c'était quand même que les prix du pétrole ont augmenté 10 fois. Et ça Maintenant, le problème d'aujourd'hui, ce qui vous intéresse, et je termine, mon président, parce qu'autrement, ils vont me manger. Je termine. Le problème maintenant que Poutine, il est assez habile, je vous dis marionnettiste. Avec ces changements constitutionnels, dans la réalité, il a choisi déjà son héritier. Ce sera lui-même. Parce que il ne va pas garder, évidemment, vulgairement, comme il a fait l'échange au Premier ministre, le système. Non, il ne faut pas faire ça. Mais quand je vous dis l'héritier, parce que le problème de la fragilité du système russe, et c'est pour ça que ça va dans l'autre sens, c'est un système éminemment monarchique. Parce que, simplement, c'est une monarchie élective, dans la réalité, pour vous dire. Et quand il y a ce système monarchique, on peut, parfois, j'utilise ce terme nouveau tsar, mais ça ne veut rien dire. Simplement, l'aspect monarchique qui est au centre du système, et ce système est basé sur lui. Vous enlevez Poutine, le système s'écroule. Et les gens, aujourd'hui, les gens ne ressentent pas, surtout la presse qui vous raconte n'importe quoi, elle ne sait pas qu'il y a une sorte de consensus aujourd'hui dans l'élite. Et même dans le peuple, les gens ne veulent pas que Poutine parte de ce système. C'est pas du tout seulement l'habilité de Poutine qu'il change la constitution, etc. Le problème, c'est que, vous comprenez, l'alternative, ils ne veulent pas répéter les années qu'on a vécues, quand il y avait 2500% de l'inflation. Et évidemment, le changement constitutionnel, création du Conseil d'État, le changement des pouvoirs entre le président, le Parlement, etc., crée un système quand il peut, par exemple, prendre le président de la Conseil d'État, et il sera au centre du système et il va gérer la période de transition. Parce que les Russes, la faille du Kremlin, du système du Kremlin, que quand le chef monarque saute, dans ce cas-là, c'est un bordel, si on permet le mot français. Et ça, c'est les choses, et là, les Russes ne veulent pas. Ça, c'est un problème de système de Poutine, que tout est basé sur lui. Et là, il essaie de trouver la solution de, disons, est-ce qu'il va réussir? Peut-être que oui, il faut que je fasse un jour un livre sur les successions du Kremlin, parce que c'était vraiment quelque chose d'assez frappant. Deuxième problème, il a évoqué, parce qu'aujourd'hui le gouvernement est formé, ils essayent de donner les jeunes, la place aux jeunes, parce qu'il faut vraiment de nouvelles têtes, et surtout la grande faille du système de Poutine. Il a réussi beaucoup de choses, notamment au Proche-Orient, parce qu'au Proche-Orient, on n'a pas le temps d'évoquer, mais je tiens à vous dire qu'il sauve la chrétienté. Parce qu'il n'y a pas de Poutine au Proche-Orient, je vous signale que d'abord les chrétiens sont tués, et d'autre part, je vous signale que Al-Qaïda est à Damas, et dans ce cas-là, les répercussions sont terribles. Et Al-Qaïda, c'est à 600 km pour la Russie, mais aussi pour la France. Je me souviens, quand il était furieux à propos de la Libye, furieux. Mais il a dit, la Libye, c'est leur problème.
La Libye, c'est loin. Ils veulent les migrants ici, tant pis. Mais Damas, c'est à 600 km. Mais au-delà de ça, le grand problème, c'est quand même la dépendance de la Russie du gaz de pétrole. Il faut quand même donner à ce pays qui est éminemment riche, avec un grand potentiel, la possibilité de croissance extraordinaire. Et ça, c'est une grande faille pour lui, il sait ça, il essaie de remédier à ces problèmes de l'humanité, toutes ces choses-là. Vous voyez, la Russie est là, mais quand même, avec le débat de fond qui existe. Et le débat de fond, c'était dans votre discours, monsieur le professeur. Parce que, vous comprenez, le problème, c'est quand même, tout remonte à la Révolution. Est-ce que c'était contrôlé? Comment sortir de ça? Mais je pense que, profondément, qu'avec cet attachement du peuple russe à la spiritualité, avec le fait que le peuple, la civilisation russe a assumé vraiment l'héritage millénaire de la Russie et rompu miraculeusement avec la Révolution, c'est un grand réconfort. Je vous remercie, je suis désolé que j'ai pris beaucoup de temps avec mon accent. Je vous remercie, je pense que l'intensité des applaudissements exprime bien le sentiment de la salle. Alors, juste 10 minutes de questions. Hein. Oui, des questions courtes. Oui, question très courte. Il y a deux mots qui me frappent dans votre exposé, c'est réconciliation et assumer. Et vous avez expliqué comment est-ce que le peuple russe assume son passé, assume la Russie des tsars, mais assume également la période communiste, et on l'a bien vu dans votre intervention sur le pèlerinage à Ekaterinbourg. Et moi je me souviens aussi du spectacle des Jeux Olympiques de Sochi qui retraçait bien cet attachement à l'histoire et assumer l'histoire. Comme aux Russes qui vivaient à Paris, qui connaissaient bien l'histoire française, comment est-ce que vous pouvez expliquer que le peuple français n'assume pas le meurtre de Louis XVI, n'assume pas les massacres des Vendéens, n'assume pas la terreur de la Révolution et ne retient que la Révolution et le changement de régime. Merci. Vous savez, moi je pense que sur ce plan-là, c'est quand même l'héritage révolutionnaire est entré dans l'élite française. L'élite française bloque ça. Et ça, c'est... Je ne dirais pas, vous savez, le vent tourne. Moi, je voyage beaucoup, et les gens de différents bords, pas nécessairement membres de votre union royaliste, mais les gens, par exemple, il y a une très grande avocate aujourd'hui, je suis désolé de vous dire, qui est une grande présidente de Ségolène Royal. Elle est allée aujourd'hui à la messe, à Paris, comme vous. Vous comprenez? Quand il y a... Mais pendant longtemps, c'était historiquement correct, c'était inabordable. Moi, je pense que la France sera obligée, et c'est pour ça que je viens aussi obligée d'assumer tout et repenser ça. Repenser ça, parce que les gens aujourd'hui, le vent tourne. Le politiquement correct ne passe plus. Vous avez cité les gens tout à l'heure qui parlent de l'islamisation de la femme, mais c'est une autre chose. Mais tout est lié. Alors vous comprenez, sur ce plan-là, la responsabilité de l'éducation nationale, de l'intelligentsia française est une norme qui était communisante. L'autre jour, pour vous dire, je vais citer ma femme, si vous me permettez, à ce propos. Elle sort de la salle de bain. Et elle me dit, Vladimir, écoute, tu sais, Hitler, quand même, l'Occident s'est couché devant Hitler, nous les avons sauvés. Après, Catherine, elle le sait mieux que moi, nous avons tué le communisme. Ce n'est pas vous qui avez tué le communisme. Ce n'est pas vous qui avez rompu avec l'héritage révolutionnaire dont vous parlez. Nous avons tué le communisme et nous avons assumé
vous comprenez, il y a un débat, toutes sortes de choses-là, mais à l'époque, c'était miraculeux. Et franchement, aujourd'hui, on dit, ah, attendez, Poutine est partout, derrière les gilets jaunes, Brexit, etc. Et les Russes, c'est un truc, ils veulent, les Russes, ils veulent envahir l'Europe. C'est un mensonge. Les Russes, regardent aujourd'hui, je suis désolé de vous dire, Monsieur le Président, je tiens à vous dire que les Russes ne désirent pas l'Europe. Il a dit, c'est ça l'Europe? Pas du tout. C'est un grand danger, c'est la rupture historique et civilisationnelle entre la Russie. Ils se tournent vers la Chine comme continent moderne, mais ils constatent l'islamisation. Et la dernière phrase de ma femme, elle était, ils sont en train de se coucher devant l'islamisation, l'islamisation, et peut-être nous allons les sauver de nous. Une deuxième question très courte. Oui, ensuite. Les deux questions. Allez, deux questions. Allez-y, monsieur. Oui. Tellement de choses sur lesquelles je voulais revenir par rapport à votre intervention. Je vous parler plus fort. Dans votre intervention, il y a une chose que je retiens, c'est quand vous parlez de cette rupture qu'il y a actuellement par rapport à l'éducation qu'on a pu avoir, par rapport à ce que l'éducation nationale a pu nous transmettre jusqu'à aujourd'hui. Effectivement, il y a une rupture. Et cette rupture, justement, elle va aller aussi rompre avec ce que vous disiez tout de suite sur l'islamisation. Je suis musulman, pratiquant et royaliste. Pourquoi? Parce que j'estime que l'école... Vous savez, l'islam et l'islamisation sont deux termes différents. Non, mais j'ai bien compris. Mais l'islamisation, telle qu'on l'entend aujourd'hui médiatiquement, je l'entends bien ce que vous dites, c'est pour ça que je voulais apporter cette nuance et préciser, en disant qu'il y a une nuance à apporter. C'est qu'en tant que musulman, je suis royaliste et profondément royaliste et promoteur d'une direction chrétienne de la France, parce que si on suit ce que le Coran dit, quand après l'Annonciation, quand Dieu dit dans la Sourate 3 que Marie est la meilleure des femmes et que Jésus, fruit de ses entrailles, est le Messie, et que ceux qui le suivent sont au-dessus de ceux qui ne croient pas, jusqu'à la fin des temps. Le Coran dit, finit là, jusqu'à la fin des temps, ceux qui suivent Jésus seront au-dessus de ceux qui ne croient pas. Donc aujourd'hui, un musulman ne doit pas suivre un président franc-maçon, mais il doit suivre un roi chrétien. Et aujourd'hui, de plus en plus de musulmans vont dans ce sens parce qu'ils prennent conscience que ce que la République leur a transmis, je parle bien de la République et non pas de la France, c'est deux choses totalement différentes, ce que la République leur a transmis était un mensonge et qu'on a voulu les retourner contre les autres Français en leur disant attention, cela ne veut pas de vous parce qu'ils sont chrétiens et donc contre l'islam, etc., etc. Et la République se joue de nous, d'une part et d'autre. Et il faut être extrêmement vigilant. Et je vais revenir sur une autre chose que vous citiez tout à l'heure, sur le que vous disiez, c'était sur contenir l'esprit. Celui qui a l'esprit, qui a la pensée, détient toute chose. Et la monarchie qui existe aujourd'hui, qui est une monarchie non pas de droit divin, mais de droit du capital, a très bien compris qu'il fallait avoir l'esprit. C'est pour ça que c'est de manière héréditaire qu'ils se transmettent le pouvoir économique capitaliste et surtout la maîtrise des médias pour maîtriser l'esprit des gens. Et je pense que la vraie résistance avant toute chose est de résister face à la domination de nos esprits et éviter aussi qu'on retourne les Français les uns contre les autres, qu'ils soient musulmans, et surtout les croyants. Je parle des croyants parce qu'il faut recentrer les choses vers la spiritualité. Lorsque nous retournons vers la spiritualité, nous trouverons des points communs. Et j'étais fortement touché tout à l'heure par la citation du dernier du testament de Louis XVI. Et je me suis reconnu en tant que musulman parce que c'était plein de miséricorde. Mais je comprends bien, je suis absolument d'accord avec vous et votre réflexion, vous avez raison, parce que d'autant plus que je parle arabe et je lis le Coran dans le texte, tout ça, ça va sans dire. Et je vous remercie pour votre intervention. Dernière question, je vous en prie. Une petite question, s'il vous plaît. Vous nous avez parlé tout à l'heure de la marionnette qui était devenue marionnettiste. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu plus sur quelle force elle s'est appuyée pour avoir les moyens de devenir marionnettiste?
Vous savez, il agit d'une manière pragmatique. Il y a deux mots au début pour comprendre son système. C'est le mot KGB, c'est un professionnel de l'enseignement. Et ça ne veut rien dire que KGB, comme Bush et Tessia, tout ça, c'est... simplement, il s'est appuyé d'une manière directe sur les forces, sur les services spéciaux. C'est-à-dire, quand il était affronté la domination de l'oligarchie telle qu'elle existait, il ne pouvait pas bousculer vraiment. À l'époque, c'était absolument impossible de bousculer le système créé par Yeltsin, parce que toutes les forces économiques, tous les facteurs économiques étaient entre ses mains. Alors, il a, à leur place, dans les points clés, surtout dans le domaine du pétrole, du gaz, il a placé ces hommes, généralement des services secrets, ou de Saint-Pétersbourg. Il a travaillé avec côté libéral, les libéraux de Saint-Pétersbourg. Les deux existaient. Et moi, je ne peux pas vous approfondir trop, parce qu'on n'a pas de temps, mais dans la réalité, il y a une autre confrontation, cette fois-ci, dans le domaine d'idées, qui va rattraper la Russie. C'est la confrontation entre le courant, ce qu'ils appellent les forces, disons, de l'ordre, ou en Russie, les forces, disons, l'élite de force, siloviki en russe, ça s'appelle. C'est très difficile à traduire dans la réalité en français, mais en tout cas, le KGB, l'armée d'un côté, et de l'autre côté, le côté libéral. Mais le gouvernement qu'il a formé aujourd'hui, tout d'abord, il confirme qu'il ne veut pas revenir à l'héritage révolutionnaire, il ne veut pas trahir ce courant libéral aussi, entre guillemets, c'est-à-dire courant en faveur de l'économie du marché et le retour vers le système dirigiste soviétique. Vous voyez, c'est un peu en faveur de ça. Parce que, vous comprenez, la bataille est féroce, y compris dans les idées, parce qu'il y a des gens, y compris dans les services secrets, y compris dans l'armée et dans le pays, qui dit que le résultat de cette période de la sortie de la révolution, de rupture avec l'héritage de civilisation révolutionnaire, était absolument contre-productif. On a volé le pays comme jamais, l'Occident nous a menti sur l'élargissement de l'OTAN, etc., nous a coré des bases, nous étions privés disons, nous avons perdu pratiquement le statut de grande puissance Poutine l'a rétabli, mais quand même avec d'autres facteurs. Et ils disent que la responsabilité de ça, c'est la tentative de rompre avec l'héritage révolutionnaire. Poutine, sur ce plan-là, il est assez intéressant. Il garde son message conservateur. Dans la réalité, il veut gérer ce deux courants. Est-ce qu'il va réussir ou pas? Parce que la confrontation, sur le plan d'idées, sur le plan aussi de la gestion du pays, c'est une confrontation frontale qui peut nous rattraper un jour ou l'autre entre les forces spéciales d'une part et le courant, entre guillemets, plutôt en faveur de l'économie de marché. Voilà. Merci beaucoup encore une fois. Si quelqu'un désire un livre, il reste 5. Voilà.